Nous sommes de retour sur Direct Marché en compagnie de Benoît Vesco, responsable de la gestion taux chez Mesquert Asset Management. Bonjour Benoît. Bonjour. Alors on va reparler évidemment de la récente hausse des taux qu'on a connue au mois d'avril. C'était très violent. Les taux longs à 10 ans ont fortement progressé. Alors que nous révèle cette hausse des taux par sa vitesse et par son ampleur ? Alors, elle est de toute façon déjà difficilement reproductible, hein. C'est vrai qu'on a rarement vu, hein, il faut remonter plus de 20 ans en arrière pour voir des mouvements de cette ampleur et de cette vitesse, hein. Donc on peut difficilement l'extrapoler, mais c'est une petite répétition pour montrer que on est quand même dans un sens où la BCE fait tout en zone euro pour que la croissance reparte. Même si elle est fragile, la croissance aux États-Unis est là quand même, et donc tout milite pour des taux un peu plus élevés que ce qu'on avait vécu, hein. On a quasiment touché la limite des 0% sur le 10 ans allemand, qui a probablement été une limite un peu psychologique, hein. On voit bien qu'on arrivait peut-être un peu vite sur ce niveau-là. Il n'y a pas de logique économique pour descendre beaucoup plus bas. Alors, la BCE qui a lancé en effet son quantitative easing en janvier, qui va se poursuivre jusqu'en septembre 2016. Alors, les interrogations qui avaient lieu en disant que peut-être que c'était la fin du QE, que ça allait avoir une fin un peu plus brutale et prématurée, eh bien, ça a été finalement abandonné. Est-ce que vous pensez que ces rachats massifs vont faire repartir les taux à la baisse ? Alors repartir à la baisse aussi vite et aussi bas qu'on l'a vu, peut-être pas. En tout cas, les maintenir à des niveaux faibles toujours, parce que quand on est sur un 10 ans allemand autour de 0,50, autour de 0,80 pour le 10 ans français, on n'est de toute façon pas sur des niveaux cohérents avec l'économie, hein. Les taux de croissance et taux d'inflation, qui même se sont très faibles, vont repartir un peu. Donc on est de toute façon plus bas que ce que nécessite l'économie, et c'est ce niveau bas que va rechercher la BCE pour toujours essayer de soutenir l'économie et de relancer l'inflation. Et sur du plus moyen terme, vos perspectives sur les taux longs européens ? Alors, la logique, c'est de revenir vers des niveaux de 2% et quelques, mais là encore, il est difficilement encore prévisible, puisque ces niveaux, je dirais, d'équilibre et de cohérence économique ne pourront se faire que quand la BCE aura arrêté son QE. Alors, on parle de septembre 2016, hein, alors ça peut être avant, ça peut être après, et puis ensuite, la question se posera, c'est qu'est-ce que fait la BCE une fois que ce QE est terminé. Et là encore, l'histoire est pas écrite encore, mais on peut avoir de ce côté-là, là aussi, des surprises et d'autres mesures. Il faut se rappeler que la Réserve fédérale américaine aux États-Unis, elle a fait 3 quantitative easing de différentes méthodes, hein. Donc tout n'est pas terminé, loin de là. Alors, depuis son point bas du 17 avril, eh bien, le rendement du Bund a plus que décuplé, hein, avec des séances de forte volatilité. C'est l'une des plus fortes corrections subies sur ce titre, pourtant considérée comme peu volatile. Alors même si beaucoup estiment qu'en effet les taux sont revenus à des niveaux plus normaux, est-ce que, il y a quand même eu un vent de panique. Comment est-ce que vous avez vous réagi lors de cette forte correction ? Alors c'est vrai que c'est violent, hein, parce que 1,5 point de hausse sur des taux longs, ça fait des baisses assez importantes en termes de valorisation de l'obligation. Donc tout ça, ces mouvements sont violents. Alors il y a un premier élément, hein, c'est que ce qu'on fait depuis déjà pas mal de temps, c'est qu'on évite les obligations d'État. Pourquoi ? Parce que les rendements sont beaucoup trop faibles, hein. Aller sur du long à 0,50% par an, ça n'est pas, et on voit bien que ça n'a pas de rendement suffisamment protecteur face à l'inflation, donc aucun intérêt. À l'issue du cours, pour éviter des mouvements, des fluctuations trop importantes de cours, là encore, les rendements sont même parfois en territoire encore négatif. Donc non plus pas d'intérêt. Ce qui nous intéresse beaucoup plus, c'est d'aller vers les entreprises. Pourquoi ? Parce qu'on voit bien que tout ce que fait la BCE, tout ce qu'a fait la Fed, a permis une amélioration de l'économie et donc une amélioration de la situation des entreprises. Et donc c'est les obligations d'entreprise qui ont des rendements nettement plus élevés qui nous intéressent. Et c'est par là qu'on est protégé de ces mouvements assez violents. Alors la Fed justement a annoncé qu'elle allait remonter ses taux cette année. Alors elle prend toutes les mesures, hein, pour rassurer les marchés, pour ne pas les prendre de court. Mais souvent, entre finalement le discours et la réalité, il y a une différence. Est-ce que vous estimez qu'un risque de surchauffe est envisageable ? C'est ce qu'elle a dit. Elle avait dit que finalement, elle prendrait son temps pour éviter ce risque de surchauffe. Est-ce que vous pensez quand même on peut l'avoir ? Alors, c'est très difficile, hein, là encore, il n'y a pas de signe clair, hein, de surchauffe économique, mais c'est évidemment ce qu'elle va scruter. Le problème de la Fed, il est assez compliqué. D'un côté, il ne faut pas qu'elle soit accusée de limiter la croissance par des hausses de taux trop violentes, hein, donc elle a peur
absolument de ce risque-là et d'être critiquée de ce côté-là. Et de l'autre côté, il ne faut pas qu'elle soit critiquée par les marchés obligataires de ne pas lutter contre l'inflation suffisamment efficacement. Hein. Donc on voit bien dans les derniers discours de la Fed qu'elle a peur de ces risques de hausse de taux violents qu'on vient de vivre en zone euro. Elle en a peur, elle les a déjà vécus aux États-Unis, donc elle va tout faire pour les éviter. Et donc dans ces derniers commentaires, on voit bien que plutôt qu'une hausse de taux lors de la prochaine réunion de juin, on aura plutôt une hausse de taux en septembre. Hein, mais là encore, ce sera quelque chose de très prudent, d'un mouvement qui sera accompagné par beaucoup de discours. Et toute la difficulté de la Fed, c'est plus que de monter son taux directeur, c'est de l'accompagner efficacement pour rassurer le marché obligataire, mais pas pas casser la croissance économique aux États-Unis, qui reste quand même plus faible que ce qu'on avait vécu historiquement. C'est vrai qu'elle a insisté sur le fait que la remontée des taux se ferait de façon graduelle, mesurée. Alors c'est vrai que c'est un petit graphique, c'est pas un graphique, enfin, un tableau intéressant. Lorsque l'on voit les différents relèvements des taux des années passées, à chaque fois il y avait les prévisions et ensuite ce qui s'est passé dans la réalité. Et on a vu à chaque fois que c'était pas forcément ce qui s'est passé. Oui. Est-ce que finalement ça va se reproduire à nouveau? Pour le moment, très difficile de le dire. Pour le moment, je dirais que pour le moment c'est le contraire. Hein. Elle est plutôt plus prudente que ce qu'elle n'a dit en amont. Hein. Mais il est vrai qu'à force de retarder, on peut imaginer un mouvement de hausse de taux plus rapide ensuite. Hein. Mais là, ça nous reporte à 2016 et je pense que là, le scénario de 2016, il reste effectivement d'être assez compliqué, que ce soit en zone euro avec la fin du QE et ses suites probables, et aux États-Unis avec probablement des remontées qui devront arriver là, de manière un peu plus régulière. Alors en termes d'allocation, vous disiez, donc vous n'êtes pas du tout sur les obligations d'État. Depuis quelque temps, vous avez mis ce segment de côté, plutôt sur les obligations d'entreprise. Alors concrètement, dans ce segment-là, qu'est-ce que vous recommandez comme allocation? Alors on peut faire beaucoup de choses en fait de ce côté-là. Il y a tout simplement les obligations de type high yield au rendement, qui sont les titres les plus endettés et donc le risque entreprise le plus élevé, mais c'est ce risque-là qui nous intéresse. Donc ça, c'est les obligations au rendement. On arrive à avoir des rendements encore très intéressants, supérieurs à 4% en moyenne. Vous avez les obligations de type hybride, qui sont obligations un peu plus complexes, mais qui sont souvent émises par des émetteurs de bonne qualité, mais qui se retrouvent notées par des structures d'obligations un peu plus complexes, notées en catégorie high yield, et là encore, avec des rendements assez intéressants. Et puis vous avez les obligations indexées sur l'inflation, par exemple, puisque la BCE fait tout pour remonter l'inflation, autant essayer de bénéficier de ce mouvement-là. Et des obligations indexées sur les taux longs, dont le coupon varie avec la hausse des taux, puisque les rendements sont quand même plutôt amenés à monter. Mais là aussi, essayons de bénéficier de ce mouvement-là. Alors vous parlez donc en effet de ces obligations d'entreprise, le high yield, ces segments-là qui rapportent du rendement, mais concrètement, combien est-ce que ça peut rapporter en termes de rendement? Est-ce qu'on est sur quel niveau? Alors le high yield, on est autour de 4% en moyenne. On va essayer d'éviter le high yield d'échéances trop lointaines, supérieures à 7 ans, parce que là quand même, on va retrouver un risque de taux qui ne nous plaît pas dans le scénario actuel. On va aller plutôt sur les obligations high yield de maturité moyenne, 3 à 5 ans. Retrouver des rendements de 3,5 à 4%, ça se fait assez facilement en moyenne sur ce marché-là. Et ça reste très intéressant. Il faut rappeler quand même que l'inflation est quasi à zéro actuellement. Donc on est largement bien rémunéré. Alors vous disiez profiter de logement de l'inflation sur certaines obligations. Sur les obligations d'entreprise, est-ce qu'il y a des secteurs qui peuvent justement un peu plus tirer leur épingle du jeu? Je crois qu'en général, je crois qu'il ne faut pas forcément chercher à un secteur plus qu'un autre. Il faut essayer plutôt de diversifier énormément. Et plus que de diversifier par secteur, ça va être diversifié par type d'obligation. Le high yield, par exemple, oui, bien sûr, mais aussi les indexés sur l'inflation, c'est des obligations émises par les États cette fois-ci, mais qui vont jouer l'indexation sur l'inflation et qui vont nous intéresser de ce côté-là. Les hybrides, les indexés sur le taux long. Donc c'est plutôt les types d'obligations et des comportements qui seront différents dans un mouvement qui va être un peu complexe et qu'il faut essayer de jouer positivement et d'en bénéficier dans un marché qui est naturellement plutôt porté sur les obligations d'État et qui, elles, vont au contraire souffrir largement. Et du point de vue de la liquidité, est-ce que aujourd'hui il n'y a pas un manque de liquidité sur les obligations? Alors c'est pas nouveau, c'est vrai que cette faiblesse de la liquidité, elle existe, on la voit depuis fin 2008. On avait avant crise 2008 des marchés plutôt assez liquides, assez efficaces. Ce mouvement-là, cette liquidité, elle s'est tarie depuis la crise 2008, essentiellement parce que les banques devaient faire face
à des nouvelles réglementations qui ont réduit leur marge de manœuvre, hein. Cette baisse de liquidité, ben, il faut apprendre à vivre avec, hein, parce que ça va pas revenir, les banques, la réglementation va plutôt se durcir encore, hein, et donc on va avoir toujours une faible liquidité, et là encore, c'est diversifier ses portefeuilles, essayer plutôt d'avoir des maturités relativement courtes, hein, pour pas être engagé sur des échéances trop lointaines, et ne pas forcément chercher à changer de type de titre du jour au lendemain, parce que là encore, là effectivement, on va subir ce manque de liquidité qui coûte un peu. Très bien, merci beaucoup Benoît Vesco, donc Merci. responsable de la gestion taux chez Mescart Asset Management. On marque une très courte pause, on se retrouve tout de suite sur Direct Marché.